Chapitre sur la loi binomiale et l'échantillonnage en première S, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Ici, on prend l'exemple d'une expérience aléatoire. On lance une pièce et on note le côté de la pièce, pile ou face. Donc on a un premier lancé qui a deux issues, face ou pile. Puis on relance, donc on répète l'expérience. Ici, deuxième lancé, face ou pile, on représente ces deux lancés par un arbre. Après le face peut venir un face ou un pile, et après le pile peut venir un face ou un pile. Et etc. au troisième lancé, et à chaque fois, on a deux possibilités, face ou pile. Pour chaque chemin parcouru, on a une issue. Ici, on a rencontré l'événement F, 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 face, 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 donc on a l'issue face, face, face. Et en dessous, face, face, pile, et etc., etc. Donc le nombre d'issues, ici, 8, c'est le nombre de chemins qu'il y a dans cet arbre possible. À chaque lancée, on a donc deux possibilités qui ont chacune une probabilité, P1, P2. Donc on construit comme ça notre arbre de probabilité. De la même façon, à chaque intersection, on a deux possibilités, ici, P1, P2. Que l'on écrit aussi, si on nous donne la valeur de la probabilité d'avoir un face, celle d'avoir un pile et un moins P, forcément. Donc on pourrait noter de cette façon. Ou même noter que le P, sachant qu'ici, forcément, c'est un moins P. Un autre exemple, ici, l'expérience aléatoire et on tire une boule de l'urne. L'urne étant ici composée de 6 boules vertes et de 3 boules rouges et d'une boule bleue. Donc le premier tirage, c'est soit une boule verte, soit une boule rouge, soit une boule bleue. Les probabilités associées, c'est P1, P2 et P3. Comme on répète l'expérience ici, donc l'expérience est identique, c'est assimilé donc à un tirage avec remise. C'est-à-dire que la boule qui est tirée dans le premier tirage est remise dans l'urne afin de procéder au deuxième tirage. Le deuxième tirage ici a les mêmes issues que le premier tirage que l'on met à la suite de l'autre. Et donc on obtient cet arbre de probabilité. Le fait de répéter deux fois cette expérience aléatoire conduit à une nouvelle expérience aléatoire qui, elle, a pour issue VV, VR, toujours pareil, les événements rencontrés sur chacun des chemins. Chaque chemin, donc, représente une issue possible de l'expérience aléatoire qui est la répétition des deux expériences, celui-là, celui-là. Donc voilà toutes les issues de cette nouvelle expérience aléatoire. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pourrait aussi imaginer dresser l'arbre des probabilités si la succession d'expériences n'était pas identique, c'est-à-dire ici par exemple si on effectuait le premier tirage, puis la boule tirée, on ne la remettait pas dans l'urne, à ce moment-là on parle de tirage sans remise, et on obtiendrait donc, si on tire une boule verte, on est dans ce cas au premier tirage, on se retrouve avec une urne où il manque une boule verte. À ce moment-là, on n'est plus, l'univers n'est plus le même. Donc les probabilités sont différentes. C'est pour ça qu'on écrit P4, P5, P6. En effet, la probabilité d'obtenir une verte n'est plus de 5 sur 9, de 5 neuvièmes, mais de 4 huitièmes. De la même façon, si le premier tirage conduit à une boule rouge, alors cette boule rouge n'est plus dans l'urne. Ainsi, on obtient la probabilité
de V, c'est 5 sur 8, au lieu de 5 neuvièmes. Donc on a encore 3 autres probabilités différentes, parce que l'univers a encore changé. Et pareil, si on tire une bleue en premier, l'univers change, il n'y a plus de bleu, ainsi les probabilités changent. Et même la probabilité d'avoir une bleue est nulle, du coup. Donc on n'est pas obligé de mettre cette branche. On pourrait l'omettre. Et dans ce cas-là, les issues sont celles-ci. Les issues de cette expérience qui traduit la succession des 2 tirages, sans remise, à 9 issues. Qu'est-ce que l'on appelle épreuve de Bernoulli? Donc c'est une expérience aléatoire avec 2 issues possibles, que l'on note 1 ou 0, succès ou échec, S ou E, ou succès et S bar, le complémentaire, l'échec. La loi de Bernoulli, donc c'est les probabilités associées à ces 2 issues. Donc succès, si la probabilité du succès est P, forcément celle de l'échec c'est 1 moins P. Ainsi on mettra P ici, 1 moins P. Ou comme je disais tout à l'heure, P tout seul, puisque forcément on a 1 moins P sur l'autre branche. Des exemples d'épreuves et de lois qui sont assimilées, qui sont des lois de Bernoulli. Donc ici, c'est toutes les expériences aléatoires à 2 issues. Ici, quand on lance une pièce et qu'on note la face obtenue, donc c'est pile ou face. Qu'on pourrait noter aussi pile et complémentaire de pile, ou succès et échec. Donc le succès correspond à pile. Ici, hein, on pourrait choisir que le succès c'est face. Une autre expérience aléatoire, celle où on noterait la couleur de la boule tirée d'une urne contenant 2 sortes de couleurs, des boules rouges et vertes. À ce moment-là, on aurait encore une épreuve de Bernoulli, donc 2 issues possibles, soit rouge ou verte, ou rouge et rouge bar, ou verte et vert bar, ainsi succès et S bar, où le succès représenterait soit le rouge, soit le vert. Ici, c'est le rouge, puisqu'il y a la probabilité P. Une expérience aléatoire où on note le sexe d'un élève pris au hasard dans une classe. Pareil, toujours pareil, c'est 2 issues. Donc voilà l'idée, hein, c'est une expérience aléatoire où il y a 2 issues. On lance un dé de 6 faces et on note le chiffre de la face du dessus, n'est pas une épreuve de Bernoulli puisqu'il y a 6 issues. En revanche, si on lance un dé de 6 faces et on note si on obtient un 6 ou pas un 6, eh bien ça, c'est... Donc ça, c'est une expérience aléatoire à 2 issues, 6 ou pas un 6. Succès, S bar, succès, échec. Pareil, on lance un dé à 6 faces, on note si l'on obtient un chiffre pair ou pas. Pair ou pas pair. Pair ou impair. Voilà. Alors, la répétition des preuves de Bernoulli. Donc on répète des expériences aléatoires qui ont 2 issues. Où il y a succès, échec, succès, échec, succès, échec. Donc ça a la même forme que les arbres de probabilité du début. Et on obtient, si on a 3 répétitions, on obtient des issues de ce type. En gros, on a 3 succès, 2 succès puis un échec, 2 succès puis un échec. Et donc chaque branche, chaque chemin conduit à une issue. Ici, on a 8 chemins différents. Ici, parce qu'on a 8, on finit par 8. Ici, événements, qui nous conduisent donc à 8 issues différentes.
On sait que pour avoir la probabilité de cette issue, il suffit de faire le produit des probabilités rencontrées en chemin. Donc on a P fois P fois P, ce qui nous donne P au cube. Ici, pour celui-là, ça sera P fois P fois 1 moins P. Donc P carré fois 1 moins P. Et etc. etc. Donc on remarque qu'ici, on a la même probabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux succès. Comme ici, deux succès, donc c'est toutes celles qui ont deux succès ont la même probabilité. Celles qui ont un succès, pareil, ont la même probabilité. 3, il n'y en a qu'une. Et celle-ci. Donc on retrouve ici pour 3 P au cube. Pour 2, P au carré. Pour 1, P puissance 1. Et pour 0, P puissance 0, ça fait 1. C'est comme s'il n'y avait rien, hein, multiplié. Et de la même façon, s'il y a 2, là s'il y a 0 succès, ça veut dire qu'il y a 3 échecs. Et on retrouve donc 1 moins P puissance 3. S'il y a un succès, ça veut dire qu'il y a 2 échecs. Donc c'est multiplié par 1 moins P puissance 2. Les chiffres entourés, en fait, ça va représenter le nombre de succès. Donc si grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, on a ceci. Hein. Donc pour P de X égale 3, c'est P au cube. Pour P de X égale 0, c'est 1 moins P au cube. Et pour P de X égale 2, eh bien, X égale 2, c'est-à-dire 2 succès, on a ça, ça, ça. C'est-à-dire 3 chemins pour y arriver. Donc 3 fois cette probabilité. C'est cette probabilité plus celle-là, c'est 3 fois P au carré, facteur de 1 moins P. P au carré, c'est 2 échecs, et 2 succès et un échec. P de x égale 1, il y a 3 ici, c'est le nombre de succès, donc il y a un succès. Quels sont les chemins qui mènent à un succès? Il y en a 1, 2, 3, chacun ont la même probabilité. Donc c'est cette probabilité plus celle-là, comme c'est la même, c'est 3 fois celle-ci. 3 fois P puissance 1 puisqu'il y a un succès, facteur de 1 moins P puissance 2 puisqu'il y a 2 échecs. Donc on en vient à la loi binomiale. On répète n fois une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, je rappelle que c'est une expérience aléatoire qui a deux issues seulement, de probabilité P, c'est-à-dire que l'issue succès a pour probabilité P, et de façon indépendante, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes. Voilà. C'est comme si on recommençait à 0 à chaque fois. X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. La probabilité de X est alors la loi binomiale de paramètres n et p. On dit aussi que x, la variable x, suit la loi binomiale de paramètres n et p. Quelle est-elle, cette loi binomiale? Eh bien la voici. La probabilité que x soit égal à k, donc le nombre de succès soit k, et ici c'est un nombre qu'on appelle le coefficient binomial, n, k, où n, donc c'est le nombre de fois que l'on répète l'épreuve de Bernoulli, et k, on l'a dit, le nombre de succès, la valeur que prend notre variable aléatoire ici. Multiplié par, puisque le nombre de succès c'est k, p puissance k, le nombre d'échecs c'est donc n moins k, le complémentaire, c'est-à-dire 1 moins p puissance n moins k. Donc là, on s'intéresse aux issues de l'arbre de probabilité qui ont k succès. C'est-à-dire qu'on a eu succès, 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 en prenant le chemin k fois. On a rencontré k fois le succès.
Et donc n-k échec aussi. Et on a vu qu'il y avait un certain nombre de chemins qui menaient à ces cas succès. Eh bien, ce coefficient binomial compte ce nombre de chemins. Il donne le nombre de chemins. Il correspond au nombre de chemins qui conduisent à cas succès dans l'arbre. Alors, ces coefficients binomiaux, ici, ont des propriétés. Pour n est égal à 1, on peut écrire ici que le coefficient binomial pour n égale à 1, ça veut dire quoi? Que l'expérience est répétée qu'une seule fois, donc elle n'est pas répétée en fait. Donc il n'y a qu'une seule expérience, une épreuve de Bernoulli, qui a succès ou échec. Ici 0, ça veut dire qu'on considère quel est le nombre de chemins qui mènent à l'échec, à 0 succès. Eh bien, il y en a un. Donc ce nombre vaut 1. Quel est le nombre de chemins qui mènent au succès? Eh bien, il y en a un aussi, puisqu'il y a deux chemins, succès, échec. Visualisez hein, l'arbre des probabilités. Pour n égale 2, on raisonne de la même façon. Donc on a une succession d'épreuves de Bernoulli, donc un arbre comme ça. Il y en a combien de chemins qui mènent à 0 succès? Eh bien, il y en a un, c'est celui d'en bas. À 1 succès, il y en a un comme ça et un comme ça. Donc ça fait 2. Et à 2 succès, il n'y en a qu'un. Donc ça vaut 1. On s'aperçoit d'une chose dans la construction ici, c'est que tout à l'heure, pour n égale 1, on avait trouvé 1 et 1. Eh bien, si on fait la somme, bon ici il n'y a rien avec qui je peux faire la somme, donc ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2, et 1 ici. Continuons. On a vu dans l'exemple d'avant, avec l'arbre de probabilité avec 3 tirages successifs, on avait trouvé 1, 3, 3, 3. Et on remarque ici que 1 plus 2 ça fait 3, 2 plus 1 ça fait 3. Donc on peut construire petit à petit nos coefficients binomiaux. Il est évident que la calculatrice les donne directement et c'est bien plus simple. Pour n égale 4, on obtiendrait ainsi le nombre de chemins dans une expérience qui répète 4 fois une épreuve de Bernoulli. Le nombre de chemins qui mènent à 2 succès, il y en a 6. En effet, 3 plus 3, ça fait 6. Et on construit comme ça le reste. On remarque que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a le coefficient binomial 0n qui est égal à 1 et nn qui est égal à 1 aussi. Ça correspond au chemin ici pour 0 qui est tout en bas de l'arbre, qui mène à 0 succès ou que des échecs. Et celui-là correspond au chemin qui a tout en haut de l'arbre, qui mène à n succès. Ce triangle, enfin qu'on peut appeler un triangle, donc on le construit, il a une propriété, c'est qu'il est symétrique ici. Et cette symétrie nous permet de retenir cette propriété, le coefficient binomial qui compte le nombre de cas succès sur n tirages est égal au coefficient binomial de n-k succès sur n tirages. Et l'addition que l'on faisait ici, eh bien on peut l'écrire sous forme d'une relation mathématique entre les coefficients binomiaux. Imaginons que celui-là, c'est le coefficient binomial Kn. Ici,
Donc celui-là, c'est la ligne d'avant, donc c'est n-1. Il faut faire celui-là plus celui-là. Donc pourquoi le plus ici? N-1, donc c'est la ligne d'avant. Et pour K, on voit que si K est là, ça c'est la ligne des K. Donc on a K. Et K-1, c'est cette ligne. Donc ici on a K-1, N-1, le coefficient binomial K-1, N-1, et là le coefficient binomial K, N-1. Faites un effort de visualisation. Comment on pourrait se représenter autrement? C'est K succès parmi N répétitions. Bien, imaginons qu'on ait K-1 succès sur N-1, N-1 répétition. Eh bien, il faut rajouter un succès sur une répétition de plus. Ou, imaginons que l'on parte de K succès sur N-1 répétition, ça veut dire qu'on a 0 succès sur la répétition de plus. Voilà comment on peut traduire ça aussi. Aussi, ce nombre donc, représente le nombre de chemins qui mènent à K succès dans l'arbre à N répétitions. Donc celui-là, c'est le nombre de chemins qui mènent à K-1 succès dans l'arbre à N-1 répétitions. Et ça, c'est le nombre de chemins qui mènent à K succès dans l'arbre à N-1 répétition. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur les propriétés des coefficients binomiaux. Maintenant, l'espérance de la loi binomiale. Donc la loi binomiale, on la note BNP. Donc on écrira X suit la loi binomiale BNP, de paramètre NP. Donc je rappelle, N, c'est le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli, et l'épreuve de Bernoulli a la probabilité P pour le succès. Eh bien, l'espérance de cette loi, qui compte le nombre de succès, X, c'est N fois P. Quant à la variance, c'est N fois P, facteur de 1 moins P. Abordons maintenant l'échantillonnage. Donc, dans une population dont la proportion du caractère taille supérieure à 1,68 m et P, on pourrait parler de fréquence. On prélève au hasard un échantillon de taille n et on note le nombre k d'individus ayant le caractère taille supérieure à 1,68 m dans cet échantillon. Alors on note le nombre k d'individus ayant le caractère ou la fréquence qui sera f est égal à k sur la taille de l'échantillon n. Propriété, si on réalise l'échantillon en prélevant les individus les uns après les autres avec remise, alors le nombre ou la fréquence d'individus de l'échantillon possédant le caractère étudié suit une loi binomiale de paramètres NP. Dans la réalité, on ne va pas remettre l'individu quand on va faire un sondage auprès d'une certaine population, on ne va pas remettre l'individu dans la population puisqu'il y est déjà. Par contre, on va considérer que si la population est assez grande par rapport à n, donc ça, il faudra déterminer quantitativement quand est-ce que la population est assez grande par rapport à n. Donc quand on considérera que la population est assez grande par rapport à n, alors on pourra déterminer qu'un tirage, on pourra dire qu'un tirage sans remise s'assimile à un tirage avec remise. Maintenant, voyons un exemple plus concret en mettant des valeurs. Ici, la proportion du caractère supérieur à 1,68 m est 0,5. On prélève au hasard un échantillon de taille 40
et on note le nombre K d'individus ayant ce caractère dans cet échantillon. Donc, taille 40. Donc, X est donc la valeur, le nombre d'individus. Ici, donc le premier échantillon, il y en a 13, le second, 24. Donc, quitte à me répéter, je préfère parce que souvent l'élève ne comprend pas cette idée d'échantillon. Donc, je prélève, en fait, c'est comme si je prélevais 40 personnes de la population française et que je mesurais leur taille et que dans donc, ce premier échantillon, j'en ai trouvé 13 qui sont de taille supérieure à 1,68 m. Donc je le note. Maintenant, les 40 que j'ai pris, mais bien, je les mets de côté. Je choisis encore 40 personnes dans la population française, ça me donne un deuxième échantillon, et je note ceux qui ont une taille supérieure à 1,68 m, et bien cette fois-ci, il y en a 24. Voilà. Donc X compte le nombre d'individus qui ont ce caractère taille supérieure à 1,68 m. Donc c'est le nombre d'individus, K, mais si je veux regarder la fréquence, ça va être 13 sur le nombre total d'individus de l'échantillon, c'est-à-dire 40. Donc là, j'aurai non pas 13, mais 13 sur 40, et là, 24 sur 40. Et donc là, c'est la fréquence. C'est la fréquence observée d'après un échantillon de la population, ou des échantillons de la population. Pour un grand nombre d'échantillons, eh bien, on aurait, voilà, pour nos premiers échantillons, si on en prend plusieurs, eh bien, le millième échantillon, il aurait la valeur 24 sur 40. Mais ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Donc ici, on va empiler les résultats, quelque part, c'est ça. Et cet empilage, en fait, cette barre représente la proportion d'échantillons qui ont une fréquence de 24 sur 40, parmi tous les échantillons. Donc attention, ne confondez pas la fréquence observée dans un échantillon, qui se situe ici, qui est liée au caractère là, et à la proportion située ici, représentée ici, qui donne la proportion des échantillons parmi tous les échantillons prélevés, la proportion de ceux qui ont tous la même fréquence observée, ici 24 sur 40. Donc, évidemment, on va avoir une barre ici, une proportion pour chacune des fréquences observées qui existent. Et la distribution théorique de ces barres se fait de cette façon, suivant ce graphique. Voilà la distribution théorique des fréquences observées dans les échantillons. F40 suit une loi binomiale de paramètres 40 et 0,5. Donc revoyez la vidéo pour bien comprendre la différence entre la proportion ici, la hauteur des barres et la fréquence observée qui se trouve ici. Des échantillons, pourquoi tout ça est lié. Une autre illustration, ici on s'intéresse au caractère taille supérieure à 1,70 m, la proportion dans la population française,
et de 0,45. On prélève au hasard un échantillon de taille 10, et la loi binomiale de paramètres 10, 0,45, c'est celle-ci. Ainsi, pour x, voilà, de 1 à 10, donc est-ce que ici, ça compte le nombre de personnes qui ont le caractère supérieur à 1,70 m parmi 10 personnes. Donc forcément, ça va de 0 à 10. Et les fréquences, ici, sont les fréquences observées. Elles vont de 0 à 1, mais de dixième en dixième. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La proportion qui suit, donc, ou la probabilité, la proportion qui suit la loi binomiale de paramètres 10, 0, 45. Voilà les valeurs que peuvent nous donner la calculatrice. Le graphique de répartition, ici, en fonction du nombre. Donc voilà. Si, donc ici, en abscisse, on a le nombre d'individus qui a le caractère supérieur à 1,70 m. Donc, le premier échantillon, ici c'est k égale 3. Donc, 3 c'est là, et il est ici dans cette barre. Il correspond à ceci. Le deuxième échantillon, si k est égal à 8, eh bien, il est ici. Si maintenant on s'intéresse aux fréquences, on obtient donc sur 10, 0,3, 0,8. Voilà, nos deux échantillons, ils sont à ce niveau-là. Cette barre représente quoi? Eh bien la proportion des échantillons qui ont pour fréquence 0,3. Et la proportion, c'est, on va dire, 0,17. Proportion sur l'ensemble des échantillons, c'est-à-dire qu'il va représenter 1, l'ensemble 1, 0,17. Donc il y a 17% des échantillons qui vont pour avoir comme fréquence 0,03. Et pour 0,8, ici, par lecture, oh, c'est à peu près 0,2, 0,25. Donc 20, pardon, 0,025. Donc 2,5% des échantillons ont pour fréquence d'individu 0,8. Donc on s'aperçoit de quoi? C'est que pourtant la proportion de caractères ici c'est 0,45. Donc on devrait se situer tout le temps ici, mais dans la réalité, non. Dans la réalité, on se rend compte que ça n'a rien à voir, on suit ici, on est dans cet histogramme. Et qu'il y a des échantillons qui ont pour fréquence 4 dixièmes, 5 dixièmes, c'est-à-dire 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, aucun caractère, aucun individu qui soit de taille 1,60 m ou 70, supérieur à 170, et pareil, ici, aucun échantillon qui soit tous, ou quasiment aucun. En fait, dans la réalité, quand on prend un échantillon, on voit bien que on est plus ou moins proche de la réalité, c'est-à-dire de la valeur 0,45. C'est vrai qu'il y en a beaucoup autour de 0,45. Ici, ça représente beaucoup, et si on prend en compte,
on élargit un peu, ben ça, ça représente encore plus d'échantillons. Puis si on élargit, encore plus. Prendre des échantillons, c'est effectuer un échantillonnage. Et ces échantillons, ben, ils ne sont pas tous situés, ils n'ont pas tous la proportion de caractères de la population française de 0,45. C'est normal, on a vu que c'était normal. Et ces échantillons, eh bien, la proportion qu'ils ont, cette fréquence, elle varie autour de cette valeur 0,45. Elle fluctue autour de cette valeur 45. Et donc on parlera d'intervalle de fluctuation. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ici quel intervalle doit-on prendre pour avoir, mettons, 80% ici des échantillons qui sont contenus dans cet intervalle. Et on 80% ou 95%. Quel est l'intervalle ici? Qu'est-ce qu'on doit choisir comme valeur pour qu'il y ait 95% des échantillons qui soient compris dedans? C'est ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc on reprend, voilà la théorie. Si x une variable aléatoire de loi binomiale BNP, f la fréquence aléatoire associée, qui est en fait x sur n, un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, un intervalle AB, avec A et B deux nombres entiers compris entre 0 et n, tels que la probabilité que x soit compris entre A et B soit supérieure ou égale à 0,95, 95%. Ce qui revient à dire que la probabilité de la fréquence soit comprise entre A sur n et B sur n, soit supérieure ou égale à 95%. Voyons une propriété donc qu'il faut retenir et qu'on va utiliser juste après. Donc A et B de nombres entiers compris entre 0 et n, tels que A est le plus petit entier, tel que P de x inférieur ou égal à A est strictement supérieur à 0,025, ça fait 2,5% qui correspond ici à la moitié des 5% qui restent. B est le plus petit entier tel que la probabilité de x inférieur ou égal à b est supérieure ou égale à 0,975, c'est-à-dire 97,5%, et la totalité fait 1. Alors, si on a ceci, l'intervalle A sur n, B sur n est un intervalle de fluctuation à 95% de f. Voilà comment obtenir l'intervalle de fluctuation. Bien. Dans l'exemple ici de loi binomiale de paramètres 10 et 0,45, donc on va calculer ce petit a et ce petit b. La proportion en pourcentage nous est donnée ici, donc par la calculatrice, on a les valeurs, et en cumulé, ça donne ceci. Qu'est-ce qu'on veut? Donc le plus petit entier, tel que la probabilité que x soit inférieur à a, soit supérieur à 2,5. La probabilité supérieure à 2,5%. Alors, première remarque, déjà, pourquoi on a ici mis les fréquences cumulées? Parce que ici on a inférieur ou égal. Donc en fait, on fait la somme de toutes les probabilités des valeurs inférieures ou égales. Ainsi, on cherche ici la première valeur de x pour laquelle la proportion ici cumulée est supérieure à 2,5.
Ici, c'est 2,4. Donc le 1 ne peut pas correspondre. Et ici, c'est 10. C'est bien supérieur à 2,5%. Donc A vaut 2. B est le plus petit entier tel que la probabilité de x inférieur ou égal à b. Donc pareil, fréquence cumulée, supérieure à 97,5%. C'est pas celle-là. Donc c'est celle-là, puisque là c'est supérieur à 97,5%. Donc c'est 8. Alors, l'intervalle 2 sur 10 et jusqu'à 8 sur 10 est un intervalle de fluctuation à 95% de f. Donc ici représenté par un diagramme en barre, 2 sur 10 à 8 sur 10. Dans ce diagramme, en bleu, sont représentés l'ensemble des fréquences donc ici, dont la proportion dans les échantillons prélevés, la proportion totale de tout ça, est supérieure à 95% ou égale. Alors en seconde, on avait vu un intervalle de fluctuation qui était celui-là, au seuil de 95%, avec ces conditions-là, et en première, on voit un autre intervalle de fluctuation au même seuil, et ici donné donc par un intervalle où il faut déterminer les valeurs des entiers A et B. Quelques remarques par rapport à ces intervalles. L'intervalle de fluctuation donné en première est plus précis, plus petit. L'intervalle de fluctuation donné en seconde est une bonne approximation de celui donné en première lorsque la taille des échantillons est supérieure ou égale à 30. Enfin, l'intervalle donné en seconde est un intervalle centré alors que celui de première ne l'est pas forcément. Maintenant, un exemple pratique de cette règle d'échantillonnage. Comment va-t-on accepter ou rejeter l'hypothèse que la proportion d'un caractère d'une population soit P? Imaginons que quelqu'un affirme que le caractère d'une population soit 0,58. Donc c'est l'hypothèse. La proportion de ce caractère est 0,58. C'est cela. On prélève un échantillon de taille 40. Ici, on a la répartition de la répartition théorique, donc notre loi binomiale de paramètres 40, 0,5. Ici, là-dedans, dans cette zone bleue, sont nos 95%. Pour un échantillon, donc on obtient la fréquence 0,4, qui est ici, 16 sur 40. Elle n'appartient pas à la zone bleue, donc on n'est pas dans la zone des 95%. La fréquence de l'échantillon n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation à 95%. Alors, on rejette l'hypothèse, ici, l'hypothèse que l'on a faite, avec un risque de 5% de se tromper. Donc si la personne a affirmé que c'était cette proportion, 0,58, cette personne se trompe, à tort. Et on a 5% de chance de se tromper en disant ça. Bien entendu, on peut déterminer des intervalles de fluctuation à n'importe quel pourcentage, notamment à 99%, et on aurait la propriété, ici, qui est différente de l'autre, où on avait 0,025, là on a 0,05, et pour B, supérieur ou égal à 0,995. Voilà. Et on aurait la conclusion que A sur n, B sur n est un intervalle de fluctuation à 99%.
Voilà l'essentiel du cours, de ce qu'il fallait savoir sur la loi binomiale et l'échantillonnage en première S. Rendez-vous maintenant à la seconde vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction.